Je le vois mettre un coup de pied à la femme, à cette dame au sol. Et Tu le cibles pas par hasard, c'est lui Non, parce qu'il a fait lui, ça. c'est lui. Moi, pour moi, le plus faible, on le défend. On reste pas devant à le regarder. C'est pas possible. Et puis déjà, on vit dans une démocratie. À la base, on n'est pas là pour combattre. On n'est pas là pour combattre. On combat quoi? C'est une dictature. La dictature qu'on combat. L'expertise médicale qui a eu lieu sur les gendarmes peut prouver qu'il a eu un hématome à la cuisse qui n'est pas dû de mon fait. Je savais très bien qu'avec ce que j'ai fait, je savais très bien que j'allais avoir des histoires. Je m'attendais pas à autant d'histoires quand même. Déjà, mon jugement n'a même pas lieu, donc je suis déjà jugé coupable. Après, moi, jamais eu de problème de justice, tout ça, donc ouais, j'ai voulu faire confiance aussi à la justice, j'ai voulu. Ça partait loin, ça partait d'une autre dimension. Hein. Puis une affaire de justice, c'est une affaire d'État. Des fois, je me sens bâillonné, ouais. Je me sens bâillonné et puis voilà quoi, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais là aujourd'hui, bon, comme je te dis, voilà, aujourd'hui j'ai repris quand même un petit peu de capacité physique, psychologique et puis bah non, puis c'est mon droit. Moi, c'est mon droit, donc c'est vrai que je peux pas m'engager sur des grands propos, mais maintenant je peux quand même témoigner de ce que je vis. Voilà, et ça c'est c'est ma vie. On voit très bien que les gilets jaunes pour eux c'est l'horreur. C'est le mouvement social qui peut tout faire renverser. Et si le mouvement social il avait été respecté par ceux qui nous gèrent, s'ils avaient respecté notre colère sociale, nos revendications, on aurait été des millions dans la rue. On aurait été des millions dans la rue avec nos femmes, nos enfants, nos aînés, voilà. Et puis ils n'auraient rien pu faire. Voilà. Et ce mouvement social, ils l'ont fait mal. Ils l'ont tabassé, ils l'ont matraqué. Et moi, voilà, moi là, je suis la bête noire. Là, pour discréditer ce mouvement, pour salir ce mouvement, ils mettent des mecs comme moi. Ils salissent des mecs comme moi. Mais voilà, donc je savais très bien que j'avais vite compris que j'allais avoir mal. J'avais vite compris, si voilà quoi, moi quand je vois des hauts politiques qui arrivent à tweeter sur ma petite tête, je pense que dans le pays, en France, il y a d'autres trucs à gérer que ma petite tête. Je suis pas quelqu'un de méchant, maintenant ils ont pris le profil de boxeur, mais la boxe c'est un sport noble. La boxe, il y a un respect qui est énorme. Ils ont fait n'importe quoi. Voilà. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça fait déjà 1 an et demi que nous nous sommes entretenus et on peut dire que durant cette période, il s'est passé pas mal de choses. Je te propose donc que nous fassions un peu le bilan de ces 18 derniers mois. Déjà, toute première question presque obligatoire, j'ai envie de dire, puisque le changement sautera aux yeux de chacun, tu t'es laissé pousser les cheveux. Oui. On ne t'a jamais connu avec des cheveux sur la tête, que ce soit en tant que gilet jaune ou lors de ta carrière de boxeur professionnel, c'est-à-dire donc depuis un sacré bout de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette pousse soudaine? L'année de mes 40 ans, un peu de renouveau, j'ai essayé, ça me plaît, tout le monde me dit que ça radoucit mon visage, ça fait moins sévère, donc je laisse. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un caractère un petit peu, j'ai envie de dire, visant à t'anonymiser un petit peu plus, parce que les gens ont connu ta tête rasée, tu as eu une certaine notoriété, qu'elle soit positive ou négative, avec cette tête rasée, et là le fait que tu puisses maintenant aujourd'hui porter des cheveux, je le dis même personnellement parce qu'on s'est rencontrés à des moments et je t'ai pas reconnu moi avec des cheveux, ça a été plus difficile. Est-ce que ça joue, est-ce qu'il y a une volonté d'eux, mais au moins est-ce que tu le remarques? Alors pour le côté de devenir anonyme, non. Maintenant l'État s'en est chargé, les cheveux plus le masque, on me reconnaît pas. Ouais.
Réellement, on ne me reconnaît pas. D'accord, très bien. Avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet, un rapide mot si tu veux bien concernant ton conseil juridique. Tu as changé d'avocat, tu es maintenant défendu par Juan Branco. Pourquoi et comment s'est fait ce choix? Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est maître Branco qui me défend. Je suis arrivé vers lui. J'étais défendu par maître Léger. Donc, quand je suis sorti de prison, je lui avais dit que je n'avais pas les moyens de la payer. Mais maintenant, vu qu'il y avait la cagnotte de Litchi, il m'a toujours dit qu'il y aura Litchi. Donc, moi, j'avais bien quand même, j'ai parlé au conditionnel, j'avais mis un si, mais si Litchi je ne l'ai pas, comment je fais? Tout le monde, en fin de compte, pensait que cette cagnotte allait tomber facilement, sauf que moi, j'ai pas les moyens. Voilà. Donc, elle n'est pas tombée, donc j'ai pas les moyens de la payer. Donc, elle a refusé de me défendre pour mes dommages et intérêts contre le gendarme, et maître Branco a accepté de me prendre. Donc il a donc repris tes deux dossiers en cours. Donc tout d'abord celui concernant le gendarme à qui tu as mis des coups de pied sur la passerelle. Le premier donc des deux, pas celui à qui tu échanges les coups de poing, mais celui qui va au sol. Dans ce procès, tu nous expliquais lorsqu'on s'était vu qu'il t'était réclamé 45 000 euros. Mais tu t'en attends du verdict, donc on ne savait pas exactement de quoi serait fait ce verdict et ce délibéré. Depuis ce verdict est tombé, est-ce que tu peux nous dire ce qu'a finalement été la sentence? Donc, le délibéré, on aurait dû le recevoir au mois d'avril, parce que le procès est au mois de février. On aurait dû le recevoir au mois d'avril, on n'a rien reçu. 2021, je précise. Ouais, 2021. Au mois de juin, on a eu un délibéré, on me réclamait 18 000. 18 000 au lieu de 45 000. 18 000 au lieu de 45 000. Donc, bon, j'ai été un peu quand même surpris, mais bon, en même temps, je faisais une économie de 27 000, donc c'est pas mal, on va dire. Et en fin de compte, donc, bon, j'en discute avec maître Branco, et maître Branco me dit de ne pas faire appel, que ce serait de ne pas faire appel. Donc, je suis les conseils de mon avocat. Et par contre, c'est eux qui ont fait appel. D'accord, donc potentiellement la somme de 18 000 peut remonter en fonction du jugement en appel. Ouais, après je pense pas que ça ira beaucoup plus loin non plus. Je te souhaite en tout cas. J'espère. Tu comprends, pour toi, cette demande d'appel de la part du gendarme? 18 000 euros, c'est quand même une certaine somme. On avait eu le temps d'évoquer ces blessures qui représentaient un bleu, et un bleu dont tu n'étais même pas sûr d'être l'auteur. Est-ce que malgré tout, même si ton conseil juridique, Juan Branco, te dit que 18 000, c'est quand même bien mieux que 45 000, et on l'entend, est-ce que tu comprends quand même une telle somme? Non, mais déjà, je comprends pas depuis le début, je comprends pas. Donc, maintenant, après, quand on est dans leur griffe, on peut plus rien faire. Après, à un moment donné, donc, 18 000, oui, pour moi, c'est déjà très bien pour lui. Même si demain, il faudrait donner 500 euros, pour moi, c'est n'importe quoi. Voilà, maintenant, après, aujourd'hui, on est dans une procédure et je n'ai pas le choix, j'y suis. J'ai été jugé coupable, hein. On n'a pas eu le choix. Hein. Moi, maintenant, après, quelques sommes que je peux lui donner, pour moi, c'est toujours trop. Voilà. Très bien, donc ça c'est pour ce premier procès, donc on a un appel qui est en attente. Est-ce qu'une date a été fixée? Pas encore? Pour le moment, j'ai pas de nouvelles. D'accord, très bien. Le second procès, donc qui était en attente depuis qu'on s'est vu il y a 1 an et demi maintenant, c'était celui concernant ta cagnotte Litchi. On sait que le tribunal a décidé de confirmer l'annulation de cette cagnotte. Existe donc pour toi les 145 000 euros qui auraient dû te revenir. Avant que tu nous donnes ton ressenti sur ce délibéré, je te propose que nous lisions un extrait de ce verdict. Au moment de l'ouverture de la cagnotte, la seule notoriété du boxeur gilet jaune reposait sur le fait d'avoir commis des violences sur les forces de l'ordre et, plus précisément, d'avoir asséné des coups de poing à un gendarme mobile et des coups de pied à un autre gendarme à terre. Ainsi, la cagnotte a eu initialement pour but de soutenir un combat consistant en l'usage de la violence physique contre les forces de l'ordre. Par son large objet, la cagnotte comprenait également un appel à compenser les condamnations susceptibles d'intervenir à l'avenir, ce qui est contraire à l'ordre public. Première question toute simple, quelle a été ta réaction quand tu as appris ce verdict? C'est-à-dire que tu étais privé des 145 000 euros. Alors, pas forcément surpris, hein, parce que je sais qu'ils cherchent tout
pour pas que je touche cette cagnotte. Après, la cagnotte était nommée quand même du soutien de famille. Voilà. Donc là, ils ont oublié ça, que c'était un soutien pour la famille d'Étinger. Donc, famille, c'est la mère des enfants et mes enfants. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement, comme il est dit dans le verdict, ce n'est pas forcément pour but de soutenir un combat consistant en l'usage de la violence physique contre les forces de l'ordre. Tu rappelles qu'en fait la cagnotte... Tous les gens qui ont misé à cette cagnotte, tous les gens qui ont participé à cette cagnotte, ils savaient très bien que comme la façon qu'ils m'ont médiatisé et ce qu'ils ont fait de moi, que j'allais payer cher. Donc ils ont voulu me soutenir et soutenir le foyer que j'avais. Moi j'ai donné pour le mouvement, j'ai donné de ma personne en défendant une femme qui se faisait taper, en éloignant ce gendarme qui tapait cette femme au sol, qui s'appelait Gwenaël. Donc moi et eux donc ils ont été solidaires là-dessus. Et d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que tu es intervenu donc pour aider une femme qui était au sol et que donc le public a eu conscience de ça au moment où il a voulu te soutenir. Pourtant dans le verdict, dans le délibéré, on n'a aucune trace de Gwenaël, on n'a aucune trace comme si le jugement en fait qui avait été fait sur cette cagnotte ne prenait aucunement en compte le fait que tu étais intervenu pour aider Gwenaël. Ouais, bien sûr. Tu confirmes? Oui, bien sûr, oui. Pour eux, j'ai tapé du flic, c'est tout. J'ai tapé du gendarme. C'est-à-dire qu'ils dissocient totalement les deux affaires. Ah oui, bien sûr. Ils m'ont jamais dit que j'avais. Pour eux, c'est deux affaires différentes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ton affaire et de l'autre côté le... C'est ce qu'ils ont dit quand Madame Antinori Gwenaël a porté plainte. Ça a été classé sans suite. Classé sans suite. Très bien. D'accord. Donc du coup, oui, d'accord. Donc c'est un non-fait. La présence de Gwenaël au sol et toi ton intervention pour aider Gwenaël, c'est un non-fait d'un point de vue judiciaire. C'est-à-dire que ce fait n'est pas retenu. Non, c'est ça. Vous avez donc décidé de faire appel concernant cette affaire Litchi. Est-ce qu'actuellement tu penses avoir encore une chance de pouvoir avoir une issue favorable concernant cette cagnotte, ou est-ce que, pour parler de manière un peu plus simple, tu vas surtout pour l'honneur? L'honneur, évidemment. Mais après, si réellement c'était... Si, il y a quand même encore une petite part au fond de moi d'espoir. C'est pour ça que j'y vais. Si réellement j'étais à 100% sûr de perdre. Christophe, si l'appel au final vous est défavorable, est-ce que vous avez déjà parlé avec Juan de la possibilité d'aller jusqu'à vous pourvoir en cassation? Oui, je pense. Oui. Ouais. Oui. Vous comptez aller jusqu'au bout. Oui, on ira jusqu'au bout. Oui. Et concrètement, du coup, pour toi, le fait que tu n'aies pas pu recevoir cet argent, même si chacun a conscience de ce que représente une telle somme, ça change quoi aujourd'hui, près de 3 ans après son annulation? Elle t'aurait permis de faire quoi, cette cagnotte? Déjà, elle m'aurait permis de régler tous les frais d'avocat que je dois. Rembourser des personnes de l'entourage qui nous ont aidés pendant cette période difficile. Voilà, elle m'aurait aidé déjà à ça. Ce qui n'est pas rien. Voilà, ce qui n'est pas rien, oui. Donc après, je sais pas. Après. Non, financièrement, au quotidien, c'est par exemple, lors de notre précédent entretien, tu nous as expliqué que malgré le divorce avec Karine qui se profilait, tu souhaitais tout de même garder la maison dans laquelle je t'ai interviewé la dernière fois, notamment pour le bien-être de tes enfants. Tu souhaitais pérenniser un environnement familial et familier. Comme chacun peut le voir actuellement, le décor est différent aujourd'hui car nous nous trouvons dans ton nouvel appartement. Oui. C'est-à-dire qu'on a quitté ta maison. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'as finalement pas pu conserver ta maison?
Tout simplement que il fallait que je rachète le crédit en cours pour redonner la part par rapport à l'estimation de la maison et la plus-value, redonner la moitié à la mère de mes enfants, à Karine. J'ai essayé de faire des crédits. Donc tout ça, c'était juste un petit peu avant le Covid. Donc j'ai réussi à faire des simulations qui ont été acceptées, mais dès que ça montait plus haut, c'était refusé. C'est plus haut, c'est-à-dire quand Dès que ça montait avec la banquière, soit l'agent de la banque, soit en direct, ça allait, mais dès que ça montait au siège, c'était plus bon. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir 2 directeurs quand même qui m'ont dit que j'étais cramé. Des directeurs de banque? Ouais. C'est-à-dire qu'ils t'ont dit textuellement que tu étais persona non grata dans le milieu de Alors la ça n'a banque. pas été écrit noir sur blanc, mais Non, bien sûr. ça a été officieusement dit comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils te l'ont dit visuellement, et ouais. tu étais face à eux, ils t'ont dit que... C'est ça. Et après, alors d'aujourd'hui, maintenant, j'ai essayé de faire d'autres simulations sur d'autres banques, tout ça. Là, à l'heure d'aujourd'hui, depuis qu'il y a cette crise sanitaire qui est là, les prêts immobiliers sont encore un peu plus compliqués. Donc là, je ne passe carrément plus du tout. T'as aucune chance d'avoir... Là, non, je passe plus là. Donc nous avons été obligés de vendre la maison et donc je me retrouve. Donc j'ai pris un appartement en location pour continuer ma garde alternée avec mes enfants et pour qu'ils puissent toujours aller dans leur lieu d'école. On précise qu'on est toujours dans le même secteur. En fait. On est toujours dans le même secteur. Ouais. On est à quelques kilomètres. Et ton salaire permet de couvrir les frais du loyer? Comment ça se passe? C'est compliqué. Si, je les paye maintenant. Là aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu j'ai pas eu grand chose, mais bon, donc j'arrive à joindre les deux bouts, mais bon, parce que j'ai eu mon petit plus-value, c'est tout. Mais Avec la vente de la maison? Avec la vente de la maison, mais bon, je vais pas vivre longtemps comme ça. Voilà. Ouais. D'accord. Et tu m'avais parlé aussi d'APL une fois, je me souviens. Mon dossier APL, il est carrément refusé. Je ne comprends pas. Je fais une simulation sans mettre mon nom, j'ai le droit à quelque chose. Et chaque dossier que j'ai pu envoyer, donc j'ai l'appartement depuis le mois de juillet, nous sommes en décembre. J'ai fait 3 relances de dossiers, 3 relances de dossiers qui aboutissent à rien. Pour bien comprendre, tu viens de le dire, mais pour une sorte de bien sûr, tu fais un dossier de manière fictive, c'est-à-dire tu fais une simulation. Tu as le droit. Par rapport à ce que je gagne et par rapport à ce que je paye, j'ai le droit à une prestation. Quand j'envoie mon dossier, donc avec mon nom, avec tous mes papiers, tout ça, j'ai rien. Mon dossier est rejeté. Je rencontre encore des difficultés à plusieurs reprises, sur des problèmes administratifs. Voilà. Donc c'est compliqué. Ouais, tu sens que c'est parti pour durer en plus. Ouais, je pense que ça va durer, bien sûr. Maintenant, après là, ça m'a beaucoup pollué pendant quelques mois. Maintenant, là aujourd'hui, on encaisse, et puis je vis avec. Tu t'habitues presque. Ouais, on s'habitue. Et puis je garde l'espoir, c'est tout. Je garde l'espoir et puis on avance. Pour ne pas perdre l'équilibre. Pour pas perdre l'équilibre, on essaie d'avancer. D'ailleurs, comment ça se passe au travail depuis notre dernier entretien? À l'époque, tu disais que c'était compliqué, mais que tu avais retrouvé tes fonctions. Qu'en est-il aujourd'hui? Tout se passe bien avec ton employeur ou les relations se sont tendues depuis? Ça a continué. J'ai continué. Ça a continué les problèmes. J'ai perdu mon poste où j'étais responsable du secteur voirie. Ils ont fait une réorganisation du service technique. Donc j'ai été le seul poste en tant que responsable à bouger. Et ils m'ont mis responsable d'urgence. C'est quoi la différence pour toi concrètement? Le problème qu'il y a, c'est que le mot urgence, il est difficile à définir. Mon urgence à moi n'est pas forcément la tienne. Donc le mot urgence, tu peux tout faire et ne rien faire. Et donc... Tu nous dis que tu es dans une voie de garage là? C'est ce que tu expliques?
Qui t'ont mis dans une voie de garage? C'est ce que je comprends de ce Alors, ils font pas, c'est pas officiel. Parce que j'ai encore sur mon intitulé, j'ai responsable. Maintenant, moi, je le prends comme ça. Voilà. Mais là, c'est que ma version à moi, c'est que, voilà. Mais au quotidien, tu vois un changement justement qui te laisse penser ça? Alors là, donc ça s'est passé l'année dernière au mois de janvier. Ça s'est fait comme ça. Jusqu'au mois de juin, j'ai travaillé dans cette responsable urgence à ce poste-là, et je me suis blessé. Je me suis fait mal au dos, donc j'ai eu un accident de travail et j'ai repris là le 15 novembre. Ah, donc t'as eu un sacré mois à Ouais, travail. ouais, je me suis vraiment bousillé le dos. Fallait que je ramasse des conteneurs dans la ville, mais des conteneurs pleins, et en descendant le conteneur. Donc pour les monter, j'ai eu un coup de main d'un collègue, et pour le descendre, j'étais tout seul, et je me suis vraiment fait mal au dos. Et ça, c'est une nouvelle tâche qui était. C'est ça. Qui m'était Avant, tu ne le faisais pas, ça. Non. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ton problème de dos qui t'a quand même mis sur le carreau plusieurs mois, là, 3-4 mois, si je compte rapidement Ouais, dans mon c'est ça. esprit, Ouais, facile. a été provoqué par ta rétrogradation, en fait. C'est ça, j'ai réussi à me blesser parce qu'on n'avait pas le matériel adéquat pour faire cette mission. Et donc, je me suis fait mal. Et là, en revenant le 15 novembre au travail, on m'a demandé de superviser le service entretien de la collectivité. Donc, on a du personnel qui font l'entretien des bâtiments publics. Donc, mais j'ai quand même pris cette mission parce que ça me fait changer. Voilà, quoi. J'ai plusieurs cordes dans la fonction publique, où moi j'ai chapeauté pas mal de services. C'est un service que je connais pas, donc avec de nouvelles missions, donc c'est sympa. Ça te permet d'évoluer. Ouais, ça me permet donc de prendre des petites compétences, et puis j'apprends, j'en apprends en tout cas. Lorsque tu t'es rendu au tribunal en fin d'année dernière, tu as croisé par hasard des gilets jaunes qui étaient eux aussi présents ce jour-là pour soutenir deux d'entre eux qui avaient été arrêtés quelques jours plus tôt, le 12 décembre 2020, dans une manif contre la loi sécurité globale. Une manif qui avait fait polémique à l'époque, puisque sur les environ 150 individus interpellés, environ 120 d'entre eux avaient finalement été relâchés sans qu'il n'y ait quoi que ce soit à leur reprocher. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur se félicite de la stratégie anti-casseurs mise en place et annonce le chiffre de 142 interpellations. Les éléments réunis par Mediapart montrent que cette communication des autorités est fallacieuse. Sur les 142 personnes interpellées, 18 n'ont même pas été placées en garde à vue. Sur les 124 restantes, dont 19 mineurs, 49 ont bénéficié d'un classement sans suite. Le parquet ne disposait pas d'éléments suffisants pour les poursuivre. 46 autres ont reçu un simple rappel à la loi, c'est-à-dire un classement sans suite accompagné d'un avertissement. Pour 23 autres, les procédures sont encore en cours. Une personne a été relaxée, et enfin 5 ont été condamnés, dont seulement 2 pour des faits de violence. En résumé, pour 113 des 142 personnes interpellées au cours de la manifestation, la justice n'a pas trouvé matière à les poursuivre. Ce bilan judiciaire démontre la communication mensongère de Gérald Darmanin. Et dans les gilets jaunes que tu as croisés devant le tribunal, tu as notamment retrouvé Vanessa, du collectif des Mutilés pour l'exemple. Mutilés pour l'exemple, dont on voit que tu portes le t-shirt aujourd'hui. Un collectif regroupant différents manifestants qui ont été gravement blessés ou handicapés par la police dans le cadre de manifestations, et pas que. Vanessa qui a, elle, perdu un œil en manifestation et qui continue de subir encore aujourd'hui de graves séquelles physiques dues à ses blessures. Je t'avais déjà interrogé sur ce sujet lors d'une précédente rencontre filmée au printemps dernier, mais cet épisode ne sera pas diffusé au public. Mais je te propose tout de même de revoir la réaction que ça t'avait provoqué à l'époque. Tu as croisé Vanessa qui est une personne très connue dans le mouvement des Gilets jaunes, à plusieurs égards, mais pas uniquement pour ça, mais notamment parce qu'elle a été mutilée par la police, elle a perdu un œil. Elle n'est pas la seule, on le sait, beaucoup ont été blessés. Et elle est vraiment elle aussi un symbole de ce mouvement, dans le sens où c'est une dame qui avait une vie très certainement avant, qui a radicalement changé. Elle a radicalement changé cette vie pour elle, et comme beaucoup de gilets jaunes, on s'en rend compte. Et
Il y a une phrase qui est très très forte dans votre échange parce que vous avez fait une photo, vous étiez trois, il y avait deux personnes, deux membres du collectif avec toi. Toi, tu étais au centre. Une fois que Vanessa va poster cette photo sur les réseaux sociaux, elle va marquer une chose. Elle dira, en sous-titre, en légende, belle rencontre au tribunal entre Monsieur Détinger et les mutilés pour l'exemple. Elle ajoute, quand un homme comme ça te dit je suis tout petit à côté de vous, ça touche. Lui qui a payé si cher aussi sa lutte. Force à lui. Donc, toi qui fais, quand on regarde la photo, facilement une tête de plus qu'eux, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu te sens tout petit par rapport à eux? Eh ben, tu vois, là, juste à en parler, ça va mieux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as comme en tête là quand qu'est-ce qui te provoque les larmes? Bah, ce qu'il y a, c'est que, certes, j'ai payé, pardon, j'ai payé cher. J'ai payé cher. Mais tu vois, j'ai la chance, pouvoir continuer à travailler. Ok, ils m'ont aspergé ils m'ont éclaté d'amende, ils m'ont éclaté de prison, ils m'ont mis plein de choses. Mais tu vois, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, je peux encore aller travailler, j'ai encore, physiquement, j'ai pas été atteint. Ils ont essayé de me toucher moralement, ils ont réussi. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un peu de caractère et de prendre le dessus et de me reprendre le dessus. Même si c'est pas facile tous les jours. Mais ouais, quand je vois quand j'ai pu rencontrer, Vanessa et les autres mutilés, ce jour-là, et que je les vois, avec le sourire, je les vois motivés, je les vois toujours en train de mener le combat. Ouais, je retire mon chapeau. Je retire mon chapeau parce que, bah, bravo. Et moi, en fin de compte, ce jour-là, quand je vois les personnes ils croisent des Tingés, qui sont contents, et qui sont à côté de moi, ouais, je me sens petit. Parce que, eux, ils ont payé plus que moi. Et, Je comprends que c'est un peu tes détingés à toi en fait. comment? Eux, ce sont tes détingés à toi. Ah ouais, mais c'est clair. C'est clair, c'est certain. Moi aujourd'hui, mes convictions voilà, mes convictions ne changera pas et j'avais des revendications, tout ça, mais aujourd'hui je peux rajouter celle-ci, ces gens-là, faudra qu'un jour ce gouvernement paye pour ces gens-là, pour ce qu'ils ont fait à tous ces gens, à mutiler ces gens. C'est pas normal, faites pas ça. On te sent très ému dans cette séquence. Oui. On sent que on sent beaucoup d'empathie aussi chez toi. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe quand c'est ça dans ta tête? Bah, tu vois, j'en ai encore. Parce que regarde, aujourd'hui je porte leur maillot. Et Pourquoi c'est important pour toi de porter ce maillot? parce que je vais revenir sur les propos que je t'ai donnés il y a un an, c'est pas normal. C'est pas normal, ce qu'ils ont fait, c'est pas normal d'avoir mutilé des gens comme ça, c'est pas normal. Donc les revendications sont les mêmes de la base, mais il faut qu'il y ait une justice, pour tous ces mutilés. Voilà. Et même moi aujourd'hui, je cache pas que voilà, en tant que Français, je me sens coupable. Je me sens coupable parce que c'est nous qui on élu des gens, c'est nous quand même. L'État, c'est nous, c'est le peuple, c'est à nous. Et moi, De toute façon, on laisse faire, je veux dire. je me sens coupable. Je me sens coupable de ça en tant que Français, hein, c'est tout, pas personnellement. Mais voilà. Donc bien sûr, je soutiens les mutilés et jusqu'au bout, je soutiendrai dans mes actions voilà quoi, tout en me préservant bien sûr, mais je le ferai jusqu'au bout. Le petit engagement que je peux faire au niveau des mutilés, c'est que au premier procès Litchi, il y avait des dommages et intérêts de réclamer. Donc moi, ces dommages et intérêts, je les ai
Juan Branco m'a demandé si on voulait quand même continuer sur le dommage et intérêt. J'ai dit oui, on peut continuer sur le dommage et intérêt, mais qu'on réclame entre 50 et 100 000 euros, qui ira soit pour créer une association qui sera en faveur des mutilés, ou soit directement donner à l'association des mutilés. Et dernièrement, je crois que tu en as d'ailleurs fait une d'action. Tu es parti soutenir au tribunal Soutenir Mélanie. Mélanie. Rappelle-nous qui c'est. Mélanie, c'est une fille, une gilet jaune d'Amiens, qui, je crois que c'est en avril 2019, a pris un coup de matraque sur une charge d'un commandant. Par rapport aux images, on voit mal. Maintenant, on voit juste que Mélanie est de dos. Il y a la force des CRS policières qui avance sur le groupe Gilets jaunes. Mais bon, elle, n'ayant rien à se reprocher, elle marche et de dos. Donc, aucune confrontation au CRS. Mais bon, sauf qu'elle prend un coup à la nuque et elle a beaucoup de séquelles. Là, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc, j'avais la possibilité d'y aller ce jour-là, donc j'ai voulu aller la soutenir. Ce jour-là, il y avait quoi? Son procès. Son procès? Jeudi dernier, c'était. Donc, je voulais la soutenir. Il y avait le délibéré. D'accord. Excuse-moi, c'était le délibéré de son procès. Et ben, le commandant n'a pas été accusé de faute, il a été relaxé, tranquille. C'est normal. On y a presque dit, la juge a presque dit, il a presque applaudi dans les mains, il a dit bravo monsieur. C'est un peu, vous pouvez prendre comme ça. Ça renforce encore ta motivation pour les soutenir peut-être, se dire Ça justement renforce ce déni la judiciaire. motivation et puis ça te met une amertume encore une fois de plus dans la bouche au niveau de ces lois, de cette justice, voilà. Mais on y croit encore. Voilà, on verra bien un jour. Je pense qu'un jour il y aura des comptes à rendre. Alors, lorsque tu rencontres, que ce soit les mutilés ou d'autres cas où tu as rencontré pas mal de gilets jaunes, on va y revenir d'ailleurs juste après. Il y a quelque chose qui est vraiment récurrent, alors dans mon œil d'observateur, mais pas seulement. Tu dégages sur eux une énergie positive, c'est indéniable. Les commentaires qui accompagnent d'ailleurs souvent les publications autour de toi sur les réseaux sont dithyrambiques. On sent que, je vais donner un chiffre non exhaustif, mais 90% des gens qui commentent, sans être en adoration, le terme serait excessif, mais te vouent vraiment un profond respect. Oui. Comment tu ressens ce respect justement et cet amour que les Gilets jaunes continuent de te porter même 3 ans après la bataille sur le pont? Est-ce que ça t'anime, toi? Est-ce que tu es sensible à ça? Non, je suis très sensible à ça. Maintenant, après, mais je suis très très sensible et je trouve ça même, je sais pas comment dire. Sensible, oui. Maintenant, après, bon, j'ai la tête sur les épaules et puis sur terre. Je suis pas quelqu'un de prétentieux. Et moi, ce qu'ils comprennent pas, c'est que moi, quand je les vois mener le combat, je suis aussi émerveillé devant eux que, voilà quoi, de 3 ans de combat, 3 ans de lutte, et toujours sur le terrain. Je trouve ça merveilleux. Voilà. Et très courageux de leur part. Et moi, ce que j'ai fait, pour moi, j'ai rien fait extraordinaire. Ce que j'ai fait, c'est normal. Voilà. J'ai la chance d'avoir la capacité physique pour le faire. Moi, je l'ai fait et voilà. Et tu
En fait, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que eux te prennent comme une forme de carburant parce que tu les motives et que à l'inverse, toi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est en les voyant que tu te motives. Donc, on a une forme de batterie autonome, j'ai envie de dire intellectuellement, Ouais, grâce à ça. c'est C'est-à-dire que ça, c'est vrai. tu multiplies la présence auprès d'eux, ça les motive et toi d'être avec eux te motive également. C'est vrai qu'aujourd'hui, si ce mouvement était fini, c'est vrai et que si j'avais encore tous ces problèmes judiciaires, financiers, tout ça, j'aurais pu me poser des questions et me dire, mais pourquoi, dommage. Alors aujourd'hui, non, c'est pas le cas. On est encore là. Tu l'as d'ailleurs sûrement également ressenti cette chaleur que te portent les Gilets jaunes lorsque tu les as accompagnés sur quelques kilomètres dans une marche qui est partie de plusieurs points de France pour terminer sa course à Paris le 1er mai dernier. Tu les as rejoints une première fois aux environs de Vierzon et lors de cette marche, ils ont décidé de t'interviewer brièvement en direct. Je te propose donc que nous voyions un résumé de leur live Facebook. Je suis un enregistrement parce qu'on a un invité surprise qui est venu nous rejoindre sur la marche. Christophe, salut toi. Bonjour à tout le monde. Oui, ça me tenait à cœur de venir participer à une petite journée de marche avec les gilets jaunes qui font la marche GJ de Montpellier à Paris. Voilà, donc bon, moi réellement aujourd'hui j'aurais plus de voitures que de marche, mais voilà quoi, ça me tenait à cœur, je voulais venir et voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement? Question dictature, question liberté. Alors moi en tant que citoyen, alors c'est vrai que le virus, quand il est arrivé il y a 1 an, il fait peur, hein, ça fait peur, hein. C'est tout à fait normal, c'est mondial, on a des chiffres, on est par la boîte à images, là, tous les jours on nous annonce des chiffres énormes, impressionnants, et en fin de compte avec les recherches, oui, il y a des décès, mais c'est 0,03%, je crois, ou 4%. Moi, je suis réellement attristé, voilà, comme je dis, attristé de ce qui se passe. Le confinement, les horaires, on nous supprime nos libertés. Et voilà, quoi, aujourd'hui, il y a des jeunes de 20 ans qui ont gâché toute leur jeunesse. Et voilà. Après, c'est vrai que tout début, je disais, ça nous a fait peur. Mais aujourd'hui, les chiffres sont là et faut arrêter parce que dans d'autres pays, tout le monde reprend une vie. Ça consistait à quoi? Pourquoi la marche des oubliés? La marche des oubliés, la marche des oubliés, les oubliés, c'est nous, c'est comme notre cher président peut dire, les gueux, les sans-dents, voilà, moi je le prends comme ça. Donc non, ça reste une action, voilà, que je peux faire sans trop de risques, parce que même sur les petites marches, ils ont beau être pas beaucoup, les RG, on les voit défiler toute la journée à prendre des photos, c'est un truc de dingue. Ça arrive vous encadre. Ouais, donc j'ai voulu participer à cette marche parce que ça me tenait à cœur, voilà, de montrer que je suis là, que je suis encore solidaire à ce mouvement, au GJ, que j'ai oublié personne et que je continue, voilà. C'était la première action que tu refaisais depuis ton expérience en prison et ce qui s'était passé sur la passerelle? C'était la première fois que tu reprenais le jaune de chauffe? Ouais, je crois. Je crois que c'est la première fois que je remettais un gilet jaune. Ouais. Ça t'a fait bizarre? Ouais, ça fait drôle. Ouais. J'étais un peu, j'étais un peu dans la peur quand même, directement. C'est bête, hein. Même si je risquais pas grand-chose, je pense, mais ouais, un petit. Quand tu parles de peur, tu parles de Petite appréhension, de peur de mettre ce gilet jaune par rapport à cette répression directement. Et puis moi, malheureusement, on m'appelle Sergent Christophe. Donc j'ai pu faire donc cette marche-là.
J'ai pu en faire une deuxième, je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Avant qu'ils arrivent à Versailles. À Versailles, j'ai pas voulu y aller par contre. Ils allaient faire Versailles-Paris, j'ai pas voulu. Et dès qu'ils sont arrivés à Paris, je crois qu'ils sont tous partis en garde à vue. Ils visaient l'Élysée. Ils n'ont Voilà. jamais pu accéder jusqu'à l'Élysée. Ils n'ont jamais Ils se sont pu, fait ils arrêter ont- quasiment aux portes de Paris. Ils se sont fait arrêter et tous en garde à vue. Voilà. La marche des oubliés jusqu'au bout. Ouais. Mais chapeau, ils l'ont fait, ils l'ont fait. J'aimerais aborder avec toi un autre point qui est soulevé dans cette vidéo. Lorsque la Gilet jaune t'interroge sur la dictature sanitaire, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu estimais que l'on vole actuellement la jeunesse de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point? Bah ouais, encore là, à ce jour, ils ont encore fermé les discothèques depuis une semaine, là, je crois. Ouais. Notre jeunesse, elle a pas. J'ai eu 20 ans. J'ai eu entre mes 17, 18, 19, 20, 21. Je me suis amusé. J'ai eu cette chance de pouvoir aller en boîte, j'ai eu cette chance de pouvoir aller au restaurant sans se soucier. Que là, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. C'est fini pour eux. Donc, ils ont donné une lueur d'espoir. Quand ils ont une dose, deux doses, vous retrouverez votre liberté. Et encore aujourd'hui, ils ont menti, une fois de plus. Toi, tes enfants, ils sont ados. Est-ce que tu sens, toi aussi, que tes enfants sont en train de se faire voler cette période si particulière de leur vie qu'est l'adolescence? Oui. Alors moi, bon, pour l'instant, mes gosses ne vont pas encore dans les discothèques. Ils sont encore un peu trop jeunes. Mais bien sûr, juste pour le sport, pour... Bon, après, moi, sur mes 3 enfants, j'en ai 2 qu'on veut se vacciner, ils l'ont fait. Hein. Je peux pas les interdire. Hein. Mais concrètement, dans leur quotidien, quel changement tu as remarqué depuis cette crise? Quel changement j'ai remarqué? Donc, bon, bah, on a quand même la chance nous, dans la famille, d'être une grande famille, donc on a quand même pas mal de contacts avec la famille. Maintenant, ce que j'ai pu remarquer, c'est que si on n'est pas vacciné, il n'y a pas de sport, on peut plus rien faire. Tu dirais qu'ils gardent une forme de vie sociale grâce à la famille, parce que vous avez une grande famille, mais par contre, tout ce qui était les sorties avant extérieures sont limitées. Au Oui, bah, moins c'est pour ça, le troisième qui, lui, n'est pas vacciné, si je comprends bien. Ouais, j'en ai un 3e qui est pas vacciné. Donc, les ennemis, on fait rien. Bon, on fait rien. Pas grave. Hein. On est à la maison, c'est bien. On s'aime, c'est le principal déjà. Et tu vois comment l'avenir par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre? Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution qui pourrait être positive prochainement ou Pour nos enfants. pour les enfants? Ouais, et puis mais là, les- déjà, nos enfants, déjà, ils auront des... Je sais pas, moi, je pense qu'il y aura des... Il y aura des souvenirs de ça, il y aura des mauvais souvenirs. Et puis là, je pense qu'ils ils fragilisent nos enfants. Il y aura des problèmes de stress, d'anxiété, il y aura pas mal, dans les années futures, il y aura beaucoup de choses comme ça, je pense. Je me rappelle, alors après, je ne sais pas si je trahis un propos qui était privé, mais tu me parlais même, tu poussais le bouchon jusqu'à dire que ils étaient préparés à se soumettre. Ah oui, bah c'est ça, bien sûr. Considère Moi, quand je toujours que vois, mais bien sûr, moi je le prends comme ça, bien sûr, oui. Oui, quand je vois qu'aujourd'hui, mes enfants, ils se regardent dans le miroir quand ils portent le masque, ça me dérange c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? c'est juste, ils le mettent droit, c'est un gros, ça fait partie de de l'habillement maintenant. Je trouve ça désolant, je trouve ça triste. Et quand je vois mon gamin qui a 10 minutes du bus, 5 minutes à pied du bus et qu'il a encore le masque quand il rentre dans l'appartement, je comprends pas. Ils sont habitués. Tu te serais vu faire ça, toi, à ton époque? Toi, tu penses que tu aurais accepté? À notre époque, ils n'auraient jamais fait ça. Ils l'auraient jamais fait à notre époque, on serait rebellés. C'est une certitude. À l'été 2020, quand on s'est vu, tu nous disais que les Gilets jaunes devaient manifester pacifiquement, car ce mouvement n'avait pas les moyens de se battre, et que de toute façon, la France était une démocratie, qu'il n'y avait que dans une dictature que le peuple devait se révolter et se battre.
penses toujours la même chose maintenant, 2 ans après? Est-ce que tu considères qu'on est, je ne sais pas, soit encore en démocratie, soit en dictature, soit dans un entre-deux peut-être? Après, je peux avoir des moments où je vais dire qu'on est en dictature. Après, je peux avoir des moments où on est dans un entre-deux. Maintenant, c'est sûr on y avance à grands pas dans cette dictature. C'est Par exemple, pourquoi? tout ce qui est le Covid, le virus, les restrictions, tout ce flicage, ce traçage. C'est. Tu crains de jamais retrouver les libertés qu'on t'a prises là au cours de ces 2 dernières années? Tu penses que c'est un risque réel? Que la surveillance, comme tu dis, le flicage, le traçage restera pour très longtemps? Je pense s'ils l'ont mis, c'est pas pour le retirer maintenant. Je pense pas. Hein. Je pense que c'est le début là. On commence, c'est tout. Après, il y a plusieurs. Après, voilà, après, je m'informe différemment que les médias à la télé. Donc, j'ai deux, trois avis là-dessus. En tout cas, je crois pas ce qu'ils disent à la télé, c'est tout. Ça, c'est une certitude. Tu l'as vu pour ton propre cas? Oui, voilà, j'ai vu pour moi. J'avais arrêté la télé le jour-là. À l'époque, tu estimais également que ce mouvement avait été martyrisé, qu'il avait été maté par la répression, le mouvement des Gilets jaunes. Tu me disais également espérer qu'il perdure. Aujourd'hui, les Gilets jaunes subsistent tant bien que mal dans l'actualité, avec des manifestations de samedi qui continuent, mais qui ne réunissent plus que quelques centaines, parfois quelques milliers de courageux. Le mouvement s'exprime également encore lors de diverses opérations, comme par exemple la marche dont nous venons de parler, à laquelle tu as participé. Mais au final, l'opinion publique n'en a presque pas conscience. Surtout que depuis l'instauration du pass sanitaire, les Gilets jaunes se sont mélangés au milieu des antipasses. Tu penses que c'est légitime l'affiliation qu'il y a des antipasses vis-à-vis des Gilets jaunes? Tu penses qu'il y a une liaison réelle entre les deux mouvements? Est-ce que ça te paraît normal, légitime, toi? Ou est-ce que tu penses que c'est deux choses bien différentes? Alors, ça peut être différent, comme il peut y avoir un lien sur le problème de liberté. Nos libertés. Restrictions, répression, tout ce qu'ils ont, tous les gilets jaunes, comment ils ont été réprimés. Moi aujourd'hui, par exemple, je vais pas manifester parce que j'ai peur, tout simplement. Tu crains la répression, oui. Ouais. Tu étais loin d'être le seul. Hein. Bah oui, tout le monde a peur, tout le monde a peur. Alors maintenant, c'est vrai que les dernières manifs, ils tirent plus trop, il y a moins de blessés. Maintenant, il y a toujours beaucoup de garde à vue encore, beaucoup d'amendes. Ça continue, ça. Et on peut imaginer que si un grand gaillard d'1m92, 90 kg a peur d'aller en manifestation, qu'en effet, des personnes qui seraient peut-être moins à l'aise physiquement pour se défendre en cas de répression ont tout aussi peur, voire plus. On peut le penser. À l'avenir, quoi qu'il se passe, que ce mouvement perdure ou non, qu'il a encore de longs jours devant lui, est-ce que tu penses que, quoi qu'il se passe, dans le futur, il restera un esprit GJ? Ouais, je pense. Ouais. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est 3 ans, ça dure, il y a toutes ces répressions, toutes ces mutilations qu'il y a pu avoir, c'est quelque chose qui perdurera, c'est une certitude. D'accord. Déjà parce qu'il y aura des séquelles, il y aura des marques qui sont, comme on parlait de Vanessa, Vanessa sera à jamais marquée, donc dans 10 ans on pourra toujours croiser Vanessa, savoir que les problèmes, l'œil qu'elle a perdu a été perdu dans le cas des Gilets jaunes, donc ne serait-ce que pour ça. Mais est-ce que même la révolution intellectuelle, qui n'a pas forcément été jusqu'au bout, mais qui a été proposée par les Gilets jaunes, est-ce que tu penses que celle-ci a des chances de subsister? Est-ce que tu penses qu'elle peut faire des petits, entre guillemets? Alors pour moi, à mon avis, je l'espère, parce que si aujourd'hui je suis encore dans ce mouvement, c'est pour parce que j'ai un espoir. Si j'avais pas d'espoir, j'arrêterais tout et voilà, on n'entendra plus parler de moi. Donc vu que j'ai l'espoir, même s'il est minime, mais même s'il y a de moins en moins de monde dans le mouvement, mais ceux qui restent sont les plus actifs. Donc, si, j'ai l'espoir. Certains n'ont en tout cas pas attendu que l'histoire soit écrite, dans un sens ou dans un autre, pour te rendre hommage. Regarde. Aujourd'hui, 9 janvier 2021,
nous sommes réunis sur la passerelle Léopold Sédar Senghor pour rendre un hommage solennel à un homme qui s'est battu au nom de la France libre. Le 5 janvier 2019, ici même à Paris, Monsieur Christophe Détinger a sacrifié sa liberté pour protéger une manifestante frappée à terre à coups de matraque et de pied par un groupe de gendarmes mobiles. Comme il l'a avoué lors de son procès, il voulait réparer une injustice avec un courage que beaucoup d'entre nous n'avons pas. Il est devenu un symbole de la lutte des citoyens pour une France libre, contre l'élite oligarchique et déviante de notre pays, mais surtout contre les violences de la milice d'État qui n'ont cessé de croître en manifestation depuis plus de 2 ans. Face au mutisme de la France envers les violences et les blessures de guerre subies par les manifestants, pourtant légitimes dans leur combat, nous souhaitions rendre hommage au courage de cet homme qui a décidé de sacrifier sa personne par solidarité, fraternité et au nom de la liberté. Notre devoir de mémoire aujourd'hui était de rappeler qu'il devient urgent pour nous et pour les générations futures de bâtir une nation unie qui reposera sur la liberté, cette même liberté qui nous est volée chaque jour un peu plus dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Nous devons nous battre ensemble et nous organiser face à nos ennemis pour défendre une société qui doit se consacrer à la démocratie et à la justice pour tous. Aujourd'hui, en symbole de notre liberté et au nom de la lutte, nous rebaptisons la passerelle Léopold Sédar Senghor en passerelle Christophe Détinger. Bravo! Bravo! Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Tu avais été mis au courant de cet hommage fait en ton nom? Je l'ai su après. Tu l'as su après? Ouais. Je l'ai su le jour même, hein, mais j'ai reçu les vidéos après. Ils ont hésité à m'appeler, à me faire venir, et ils ont pas voulu me mettre en danger. Donc je l'ai su quelques heures après. Ça a été quoi ta réaction quand tu as vu ça? C'était surprenant déjà. J'étais surpris. J'étais surpris de cet hommage qui est quand même qui est, je sais pas comment, glorieux, sympathique, amical. Je trouve ça vraiment bien. C'était pour la date d'anniversaire. Hein. Oui, c'est ça en plus. C'est 2 ans après. C'est 2 ans après. Donc ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Voilà. Et la mention Gilets jaunes résistant acte 8, ça aussi, ça renvoie une nouvelle fois à une dimension historique. Surtout les plaques de rue parisiennes qui ont toujours un effet particulier sur les Parisiens. Est-ce que du coup, d'aller sur ce point de vue-là, est-ce que ça évoque quelque chose de particulier pour toi? Est-ce que tu vois une relation à l'histoire? Est-ce que ça te parle plus que simplement un simple hommage? Mais on est dans ce cadre de la plaque parisienne. Oui, alors moi, c'est c'est n'importe quel gilet jaune que je croise, c'est ce qu'il me dit. Il me dit un jour cette passerelle, elle sera à ton nom. Maintenant, j'en demande pas autant. Voilà. Après, on verra le futur, mais je sais pas j'en demande pas autant, moi. Mon acte a été fait comme ça, naturellement, et puis c'est tout. Justement, tu t'en demandes pas autant, tu dis même souvent d'être un symbole malgré toi. Est-ce que du coup, ce type d'opération ou d'événement te rajoute un poids supplémentaire sur les épaules, justement? Est-ce que tu sens ce poids d'une notoriété populaire en tant que révolté, résistant? Les mots sont forts. Alors, peut-être, ça rajoute un petit poids, peut-être possible. Mais pas au niveau du mouvement, pas par rapport aux gens, c'est peut-être par rapport à cette répression. Où je me dis, bon, peut-être qu'ils peuvent encore entendre parler de moi, ils peuvent encore, je sais pas, créer des problèmes, voilà.
Et d'accord, c'est-à-dire que ça pourrait rajouter du poids. Après, À partir du moment où ton histoire continue à être écrite par le peuple, ta crainte, c'est que tu sois encore la cible permanente du pouvoir parce qu'on continue à parler de toi. Ça peut être ça, hein. C'est la seule crainte. Après, sinon, après non, après le reste, ça va. Là, il y a très peu de temps, il y a même pas un mois, tu me corrigeras si je dis une bêtise, tu es retourné pour la première fois sur cette Oui. passerelle. Et dans le cadre d'un clip pour le compte d'Opération Spéciale GJ, une page de Gilets jaunes très suivie dans le mouvement. Avant que nous en parlions, je te propose de regarder l'extrait de la vidéo que tu as faite pour Opération Spéciale GJ. Reconnaissance de toutes les bavures judiciaires, policières, tous les mutilés, tous les gens qui sont décédés, tous les gens qui ont été incarcérés, réprimés. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait revenir sur cette passerelle? Parce que je sais, pour en avoir parlé avec toi au préalable, que tu étais un peu réticent à l'idée d'y retourner. Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que tu as ressenti une émotion particulière également quand tu y étais? Alors, oui, ça m'a fait bizarre d'être sur place. Maintenant, ça restait un autre contexte, parce que moi, c'est pas ce que j'ai vécu, moi, le 5 janvier 2019. Hein. Il y avait un monde de fous, on était gazés, on était nassés. Je l'ai vu différemment, cette passerelle. Maintenant, l'action qu'on m'a demandé de me mener pour ce petit clip, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça bien, donc j'ai voulu le faire. Ça, après, il y a des moments, moi personnellement, où c'est plus positif que d'autres. Et bon, voilà, là, j'étais bien, j'étais motivé, j'ai accepté. Voilà, je me suis donné un petit moment de réflexion, puis j'ai dit ok, je valide, on y va. Et vous avez rencontré des soucis particuliers sur place, je ne sais pas, avec la police par exemple, parce que Christophe Détinger, habillé en gilet jaune, de retour sur la passerelle où il a affronté les forces de l'ordre, ça n'a pas dû passer inaperçu. On était sur la passerelle, on est resté à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, et oui, bien sûr, il y a 2-3 voitures qui sont arrivées, mais bon, on a réussi à partir. D'accord, et vous êtes revenu ensuite? Non, on avait fini. Ah, vous aviez fini? On avait fini ce moment qu'on partait. Ils vous ont pressé le pas, on va dire. Par leur arrivée, Au moment qu'on est parti, on a réussi, on les a croisés, on voyait qu'ils nous regardaient. Maintenant, c'était une circulation, une grosse circulation, tout ça. Vu que c'est beaucoup de rues là-bas à sens unique, on a réussi... D'accord, pas de problème, ils vous ont pas parlé directement. Mais tu les as vus débarquer quand même à 3 voitures, c'est ce que tu dis. Hein. Ça a été. Après, quand je suis reparti tout seul en direction de ma voiture, j'ai croisé une voiture, j'ai vu tout de suite qu'ils m'ont regardé, mais bon, voilà, j'ai eu le temps de partir, et voilà. Une dernière chose sur laquelle j'aimerais que nous revenions, lorsqu'on s'était vu la dernière fois, tu m'expliquais être en quelque sorte au milieu d'une tempête, mais que tu avais néanmoins l'impression d'apercevoir au loin une éclaircie, sous-entendu que même s'il te restait encore du chemin à faire pour te sortir des différents soucis auxquels tu faisais face, tu sentais que la fin du calvaire approchait. Tu me disais aussi aspirer à retrouver une vie calme et sereine. T'en es où aujourd'hui? Tu es sorti de ce tunnel, de cette tempête, ou tu considères être encore dedans? Non, j'y suis encore un petit peu quand même. Comme je te dis, c'est des moments, c'est aléatoire. Après, c'est à moi de me reprendre en main, et puis voilà. Tu dirais que tu t'es reconstruit quand même par rapport à cette époque où tu le disais, ou c'est pareil? Oui, bien sûr qu'il y a du positif, évidemment. Maintenant, les problèmes sont encore là. Il y a encore les problèmes qui sont là, il y a encore les procès qui sont pas passés, il y a encore... quand j'assiste encore à des procès ou que je vois que il n'y a pas de reconnaissance de la violence policière pour d'autres GJ, donc moi tout ça continue à me travailler, à me perturber, tout ça, donc après c'est à moi au jour le jour de voir le positif et d'évoluer.
T'as besoin que déjà les affaires soient terminées, en fait, si je comprends bien, que les procès soient derrière toi pour... J'aimerais bien, mais j'espère que ce sera, mais vu que je suis pas quelqu'un d'égoïste, même si mes affaires moi elles sont finies positives, il y a beaucoup plus de positifs, tout le reste, sera quand même, me dérangera quand même. Bien sûr, mais là on parle d'éclaircie personnelle, entre Ouais, guillemets, non, c'est-à-dire non, la volonté de maintenant, se sortir la tête de l'eau. Et maintenant, personnellement, c'est à moi de faire en sorte de me sortir la tête de l'eau. Voilà. Avant de définitivement conclure cet entretien, Christophe, as-tu un dernier mot à ajouter? Ouais, bah si, un dernier mot. Après, ça va être beaucoup de merci surtout. Un grand merci à toi. Pour, si. Un grand merci à tous les GJ, tout ce mouvement qui continue la lutte depuis 3 ans. Réellement, voilà, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui ont toujours été là, après toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont dès le départ soutenu en prison, écrit, ce qui m'avait donné, ce qui m'avait permis de garder le moral, la foi, et voilà, et que de me remettre, de me maintenir, on va dire, en vie et fort. Non, voilà, après, je remercie tous les gens qui m'ont soutenu, accompagné. Est-ce que tu estimes avoir trouvé une grande famille avec les Gilets jaunes? Bon, moi, j'ai ma famille, hein. Mais ce mouvement, bien sûr, est devenu très solidaire. Une grosse solidarité, en tout cas. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup d'entraide, les uns les autres. Les quelques actions que j'ai pu mener, j'ai vu qu'il y avait une solidarité qui est énorme, ce qui est quelque chose qui était perdu, je pense, dans l'espèce humaine, et qu'en tout cas, sur ce mouvement-là, qui est revenu, voilà, qui est là, qui est présente. Très bien. Merci beaucoup, Voilà. Christophe. Merci à toi. pour ces vérités que tu as pu nous donner. Et puis j'espère surtout que, parce que je finir sur cette phrase-là, l'objet de cet entretien, même s'il te permettait à toi de donner cette vérité, et elle était importante parce que tu n'avais jamais eu l'occasion de le faire, je crois aussi que le plus important, c'est de permettre, justement pour l'histoire, c'est-à-dire que ce soit dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'il y ait une trace de cette contre-vérité. Parce qu'on sait que les médias ont imposé un récit, et il était très important, moi en tant que journaliste en tout cas, de pouvoir permettre d'offrir ce contre-récit. C'est vrai que j'ai pas la prétention d'avoir fait un sujet sur toi, donc en me donnant moi ma vision de Christophe Détinger, c'est clairement Christophe Détinger qui a pu donner sa vision de lui-même. Et ça, en ça, j'espère que ça Je vous remercie. restera dans les traces. Bonne route à toi, Christophe. Merci. Acte 8, 5 janvier, masse de flics, Paris quadrillé. Les tournesols divers sont par milliers à chercher le soleil dans les beaux quartiers. Une force inconnue nous pénètre. Cela fait 8 semaines qu'un peuple se réveille, que les boulevards s'égayent. L'histoire se répète, elle se mange une droite. L'histoire bégaye, tes poings heurtent des casques et des boucliers de ceux qui nous matraquent sans sourciller. Au milieu de ces grenades égoupillées, tu frappes pour tous ceux que l'histoire a oubliés. Pour tous les humiliés, c'est les mutilés. Tu nous fraises un chemin à la force de tes poings. J'entends du raffut, mais j'étais loin. Le peuple a tout vu, le peuple est témoin. L'écho de tes coups résonne dans nos mémoires. Il s'amplifiera dans les couloirs de l'histoire. Les gilets jaunes t'honorent, je sculpte ton cri. Une statue sonore, il faut croire que c'est écrit. Les monuments du peuple sont dans son cœur, et dans ses luttes, et dans ses silences. Dans mon cœur un titan, qui boxe en silence, repoussant les ténèbres. Un boxeur gitan, une gerbe de mots, une strophe d'étincelles. Pour Christophe Détinger, fumigène éternelle dans la beauté d'un geste. J'espère qu'ils ne t'ont pas trop éreinté. La presse n'y voyait que descendre. Tu as soufflé sur les braises d'un mois de décembre. Tu l'as dit, les plus faibles, on les défend. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Tu as soufflé sur les braises d'un mois de décembre. Tu l'as dit, les plus faibles, on les défend. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Moi, ça a
C'était mon dernier combat. Ce combat. C'est mon dernier combat. Voilà. Il est là, mon dernier combat.